de protéger un des mafieux les plus notoires des États-Unis. Mais il ne sait pas que les membres de l'Aryan Brotherhood lui réservent une mauvaise surprise. Voici la prison d'État de Corcoran, située dans la vallée centrale de la Californie, à 270 km au nord de Los Angeles. Ce pénitencier a déjà été infiltré par l'Aryan Brotherhood et il renferme encore plusieurs gangs de détenus blancs. Nous sommes dans la salle à manger. Chaque jour, les détenus ont droit à 2 repas chauds et un casse-croûte. Les agents de correction fouillent sommairement les détenus qui sortent de la salle à manger. Ils cherchent des armes, de la contrebande et des fruits qui peuvent servir à la préparation de la bagosse. On cherche des armes, des stupéfiants et de l'alcool maison. En ce moment, les membres des services d'enquête fouillent la cellule d'un détenu. Ils commencent par sortir l'occupant de sa cellule, qu'il enferme temporairement dans les douches. Ils disposent de 24 heures pour cacher leur trésor. Il faut se montrer plus malin qu'eux durant nos 8 heures de travail. Les agents vont passer la cellule au peigne fin. Ces modèles ont un petit bouton juste ici. On peut l'enlever et cacher de la contrebande dans la télé sans rien briser. Voici du fil à pêche. C'est un article de contrebande. Les détenus attachent un objet à l'autre bout, ils la lancent sous la porte et s'en servent pour échanger de l'information, de la nourriture et des armes. Parfois, on trouve des contenants qu'il faut fouiller. Ils peuvent contenir un morceau d'héroïne pas plus gros qu'une tête d'allumette. Afin de démontrer les efforts faits pour neutraliser les gangs, les agents des services d'enquête ont conservé des échantillons des armes et des stupéfiants confisqués aux détenus de Corcoran. Ce sont des céréales. Ils en obtenaient des boîtes et ils prenaient le temps d'ouvrir les grains de céréales soufflés, d'y insérer une petite quantité d'héroïne ou de méthamphétamine, de refermer les grains, de les coller, de les remettre dans les boîtes, de les refermer hermétiquement et de les expédier à destination. Dans la rue, on peut acheter 30 grammes d'héroïne pour 800 ou 1000 $. Mais dans la prison d'État de Corcoran, ces 30 grammes valent de 32 à 37 000 $. Depuis longtemps, la vente des stupéfiants alimente la trésorerie de l'Aryan Brotherhood, tout comme son racket de protection. En échange d'une forte somme, la marque vous protégera des autres détenus. Parmi ses clients, l'Aryan Brotherhood peut compter John Gotti, le célèbre parrain de la mafia. En 1995, il purgea une peine d'emprisonnement à perpétuité à Marion, lorsque la fraternité lui a fait une proposition. John n'était pas un minable. Il pouvait se débrouiller. N'oubliez pas que Gotti venait de la rue. Mais il était seul. Il n'était plus dans son monde, mais dans le nôtre. Ne vous y trompez pas, la prison, c'est notre monde. Nous sommes chefs ici. Au bout de 2 ans, après avoir versé plus de 50 000 $ en paiement de protection dans les coffres de l'Aryan Brotherhood, Gotti décide que les hommes de main emprisonnés avec lui suffiront à assurer sa protection. Quand il a cessé de payer, l'Aryan Brotherhood a acheté les services d'un Afro-Américain associé à la Black Family Guerrilla et cet homme a attaqué John Gotti. Gotti est assailli dans la cour de la prison. Il demande à l'Aryan Brotherhood de rétablir sa protection et de tuer son agresseur. Il s'est adressé à tous les gangs blancs, mais plus particulièrement à l'Aryan Brotherhood. Il voulait passer un contrat sur ce type. Gotti succombe à un cancer de la gorge avant l'exécution du contrat. Certains croient que la marque n'a jamais eu l'intention de commettre le crime et qu'elle se contentait d'exercer son pouvoir en roulant l'ex-chef des Gambino, une des grandes familles du crime organisé. Les opérations de la fraternité sont facilitées par un système de communication complexe. À Corcoran, les agents John Lunes et David Gomez surveillent et interrompent les conversations des membres du gang. Voici des cerfs-volants. C'est le nom qu'on leur donne. Ils s'en servent comme moyen de communication. Ces cerfs-volants sont dans une enveloppe parce qu'ils ont été transportés d'un autre pénitencier, dans le rectum d'un détenu.
Ils ne se contentent pas d'écrire une seule note. Ils en font 5 ou 6 copies et ils les confient à différents détenus. Même si on en attrape quelques-uns, il y a de bonnes chances qu'une des notes arrive à destination. Un autre moyen de communication est utilisé depuis des décennies. On communiquait par les toilettes. Il suffit de pomper l'eau hors de la cuvette pour parler dans les tuyaux. C'est notre système téléphonique. On organise des lignes partagées sans problème. Ça marche. L'Aryan Brotherhood expédie aussi des messages écrits à l'encre sympathique. On appelle ce type de message un raté. En argot de prisonnier, le mot raté signifie pisser ou uriner. On écrit la note avec de l'urine parce qu'une fois réchauffée, elle brunit. Mais les missives les plus complexes de l'Aryan Brotherhood n'auraient jamais été écrites sans l'aide d'un philosophe du XVIe siècle, Sir Francis Bacon. Le code bilatéral ou baconien est un code compliqué qui utilise 2 alphabets pour masquer un seul message. Les lettres carrées reçoivent un code A, tandis que les lettres cursives obtiennent un code B. Les différentes combinaisons des A et des B forment toutes les lettres de l'alphabet. Selon ce code, la formule BBBAA correspond à la lettre C, tandis que AAABB représente la lettre O. Décodé, la note signifie « confirmer message ». De tels codes ont permis à l'Aryan Brotherhood de prospérer pendant des décennies. Mais ils ont également aidé les agents fédéraux à monter une vaste mise en accusation contre ses membres. Au mois de novembre 1998, les tensions raciales provoquent une émeute dans l'établissement à sécurité maximale renforcée de Florence, au Colorado. Un des chefs de l'Aryan Brotherhood, T.D. Bingham, prend part à une bagarre à main nue contre les membres d'un gang rival, les DC Blacks. Ces images du système de vidéosurveillance vont revenir le hanter. Au mois de mars 2006, la Cour fédérale les utilise comme preuve lorsque T.D. et 3 autres membres de l'Aryan Brotherhood sont accusés de meurtre et de complot. Le gouvernement a l'intention de punir ces hors-la-loi impénitents, même s'ils sont déjà derrière les barreaux. Cette fois, ils risquent la pire sanction de toutes, la mort par injection létale. Pendant des décennies, les autorités carcérales ont tenté en vain de démanteler l'Aryan Brotherhood. Au XXIe siècle, les procureurs décident d'avoir recours à une loi fédérale anti-racket, la loi RICO, qui statue que n'importe quel membre d'une organisation criminelle peut être jugé pour les crimes commis par son organisation. En 2002, déterminés à anéantir la marque, les procureurs fédéraux déposent 10 chefs d'accusation contre 40 membres du gang. Ils sont accusés de tous les crimes imaginables. Le gouvernement devait prouver l'existence d'une organisation criminelle dont les objectifs étaient le meurtre, l'extorsion et le trafic des stupéfiants, et prouver que les accusés étaient membres de cette organisation. En mars 2006, le premier procès envoie 4 des chefs de l'Aryan Brotherhood devant un jury. Christopher Gibson, Edgar Helve et les 2 leaders de la commission fédérale, T.D. Bingham et Barry Mills. La procureure fédérale Terry Flynn présente des milliers d'éléments de preuve contre eux, dont des agressions et des meurtres captés sur bande vidéo. La plus impressionnante est sans doute celle-ci, filmée par un agent de correction du pénitencier de Florence. On y voit Christopher Gibson et 2 complices agresser sauvagement un certain Michael Nevergall. La vidéo de Nevergall nous montre Chris Gibson et 2 membres de la mafia mexicaine en train de poignarder un détenu dans la cour d'exercice. C'est une vidéo plutôt horrible. On y voit Gibson et les 2 autres frapper le détenu à coups de pied et de couteau alors qu'il est couché au milieu de la cour. Nevergall est poignardé plus de 12 fois, mais il survit à l'attaque. Après la présentation de la vidéo, les procureurs continuent à aligner leurs preuves, étayées par les dossiers secrets de l'Aryan Brotherhood. 2 documents clés ont même été confisqués à un des chefs du gang dans sa cellule de la prison de Marion. Je les considère comme les énoncés de mission de l'Aryan Brotherhood. Ces documents décrivent les modes d'opération du gang. Écrit en 1993, ce document révèle des informations détaillées sur le gang. Il spécifie clairement les intentions de la marque. Notre objectif principal est de transformer un gang de prison dysfonctionnel en une organisation criminelle viable et productive. Puis, il définit la structure de la commission et du conseil et décrit le rôle des hommes d'affaires et des exécuteurs ou hommes de main.
Enfin, le document dévoile le serment du gang. L'Aryan Brotherhood exige votre esprit, votre cœur et votre vie. Les lui offrez-vous? Le nouveau membre doit répondre « J'offre mon esprit, mon cœur et ma vie à l'Aryan Brotherhood ». Puis, les procureurs tournent le code de communication secret de la marque contre elle en présentant leur preuve la plus accablante, une lettre écrite en code bilatéral. Le premier mot de la lettre est « Baba » et elle félicite un membre du gang dont la femme vient d'avoir un bébé. Lorsque les procureurs brisent le code, ils comprennent qu'elle préconise plutôt une guerre raciale contre les rivaux de la marque, les membres du gang DC Blacks. Les accusés avaient inventé des codes pour parler de meurtre, bébé garçon ou bébé fille. Un bébé garçon était un appel à la guerre contre les DC Blacks. Une lettre écrite par un des chefs de la fraternité enfermé dans une prison à sécurité maximale du Colorado a mené au meurtre de 2 Afro-Américains dans la prison fédérale de Lewisburg, en Pennsylvanie. Les jurés déclarent les 4 hommes coupables de meurtre, de racket et de complot en vue de commettre le racatérisme. Au bout de 5 jours de délibération, ils n'arrivent pas à décider de la sentence et le juge déclare la nullité de procès. La sentence par défaut est l'emprisonnement à perpétuité, mais les 4 hommes purgent déjà des peines de prison à vie. À la fin du procès, Terry Flynn affirme que son dossier a triomphé et prouve que le gouvernement est prêt à poursuivre les détenus violents. D'autres intervenants ne voient pas la sentence du même œil. Cette sentence aura-t-elle un effet de dissuasion? Absolument pas. Ils sont déjà enfermés à perpétuité. La prison est leur foyer. Cet environnement leur réussit. Ce n'est pas une punition pour eux. Il nous aurait fallu obtenir la peine capitale pour envoyer un message clair. Oui, nous prenons le meurtre des autres détenus, des gardiens et des civils très au sérieux. Après la mise en accusation du gang en 2002, tous les membres connus de l'Aryan Brotherhood ont été rassemblés et incarcérés dans les unités de logement les plus contraignantes. Les autorités croient que l'Aryan Brotherhood est enfin jugulé, du moins pour le moment. Mais ils n'ont aucun moyen de savoir qui prendra sa place. Aujourd'hui, un bus bourré de détenus arrive à la prison d'État de Corcoran, un des établissements les plus sécuritaires de Californie. Ces hommes sont de nouveaux pensionnaires. Ils sauront bientôt comment l'État contrôle les gangs de détenus. Ils s'en vont droit à l'unité de logement sécurisée, le CHU. C'est l'unité des vrais mauvais garçons. Ça veut dire qu'ils ont déjà une mauvaise réputation dans le système et qu'il faudra les tenir encore plus serrés. Pour occuper une des couchettes du CHU, il faut avoir agressé quelqu'un à l'extérieur, avoir été identifié comme membre d'un gang ou les deux. Il y a beaucoup de membres de gang dans le CHU? À mon avis, la plupart d'entre eux appartiennent à un gang. Voici une des rares images de la vie dans un CHU. C'est une prison à l'intérieur d'une prison. On y enferme les détenus les plus dangereux. Et voici à quoi ressemble la cour d'exercice des détenus du CHU de la prison de Corcoran. S'ils ne sont pas dans leur cellule, ils sont dans l'une de ces cages d'acier. Il n'y a rien d'autre. On passe environ 3 heures ici à tous les 2 jours. C'est à peu près ça. Plus 3 repas par jour et une douche de 5 minutes. C'est tout. Ils nous donnent 5 minutes. Le reste du temps, on reste assis dans nos cellules et on lit. On fait ce qu'on peut pour ne pas devenir fou. Le CHU de l'établissement de Corcoran peut accueillir plus de 1000 détenus et il affiche souvent complet. En Californie, les membres de l'Aryan Brotherhood ont 2 choix. Purger leur peine dans le CHU ou coopérer avec les autorités pour obtenir le statut de détenu protégé et aussi d'homme à abattre. John Greschner et Bob Overton ont passé la majeure partie de leur vie adulte derrière les barreaux. Mais leurs témoignages contre leur ancienne fraternité les ont aidés auprès des autorités. Et un jour, ils obtiendront peut-être leur libération conditionnelle. Personne ne sait si ces libérations finiront par avoir lieu. Ils affirment avoir une bonne conduite derrière les barreaux et sont même prêts à avertir le public. Si vous restez dans un gang, vous irez en prison. Ne croyez pas faire exception à la règle. Personne ne fait exception. Avant, je me disais, c'est arrivé à lui, mais ça m'arrivera pas à moi.
C'est faux, ça arrive à tout le monde. Vous savez, le système carcéral n'a rien d'excitant. Les gens n'ont rien à nous envier. On ne vit pas ici. On existe, c'est tout. Michael Thompson n'est plus le grand guerrier de l'Aryan Brotherhood qu'il croyait être il y a 30 ans. Et il mène une vie bien moins trépidante. Aujourd'hui, il parle d'éviter les altercations dans la cour, non sans ajouter un avertissement voilé. Je suis dans la cour et un ivrogne me tombe dessus. Il roule des épaules et serre les poings en me disant « T'as un problème ?» J'y pense un petit moment et je dis « Non, monsieur, aucun problème. » Puis je me détourne et je m'éloigne. Ça fait partie de mon évolution personnelle. Il ne le sait pas, mais je pourrais tout aussi